John Bender est né en 1966. Son père était un avocat très respecté et connu. John, lui, se distinguait par une intelligence hors du commun, mais il y avait toujours une ombre, la solitude. Comprenez-vous ce que cela signifie, de ne pas être compris par ses pairs, de voir sa différence devenir une barrière? À l'école, il brillait en mathématiques et en sciences naturelles, une étoile dans ses disciplines, mais pourtant isolé. Lorsqu'il est entré à l'université de Pennsylvanie pour étudier la physique, la vie a commencé à changer. Grâce à son physique avantageux, il a pris des petits boulots comme mannequin. Mais derrière ce charme se cachait une autre passion, les casinos. Avec son esprit analytique, il a rapidement maîtrisé l'art de gagner, engrangeant des sommes importantes. Était-ce un simple jeu pour lui, ou le premier pas vers quelque chose de bien plus grand? Après avoir obtenu son diplôme, un ami lui a proposé de rejoindre la bourse de Philadelphie. Là-bas, John a commencé à exploiter son génie pour inventer de nouvelles stratégies. À 25 ans seulement, il était déjà le meilleur trader de son groupe, ayant amassé 80 millions de dollars. Mais pour John, cela ne suffisait pas. La quête de toujours plus semblait être son moteur, sa raison de vivre. Rapidement, il a été remarqué par les grands noms de Wall Street, et avant même ses 30 ans, il gérait un hedge fund. Il avait attiré des investisseurs influents, et son compte en banque affichait des chiffres vertigineux. Plus de 600 millions de dollars. Mais cet homme, entouré de luxe et de femmes magnifiques, semblait indifférent à tout cela. Était-il seulement heureux? Une question que même lui n'aurait peut-être pas su répondre. Puis, en 1998, tout a changé. John a rencontré Anne. Une rencontre qui, selon lui, était écrite dans les étoiles. Anne, mannequin à la beauté exotique, a bouleversé son monde. Était-ce possible de tomber amoureux au premier regard? Pour John, il n'y avait aucun doute. Ils ont commencé à se fréquenter et, au bout d'une semaine seulement, il lui a demandé de l'épouser. En 1999, ils se sont mariés. Tout semblait parfait, mais en 2000, la vie a pris un virage brutal. John a subi un AVC. Ce fut un choc, une remise en question. L'homme qui avait tout n'était plus invincible. Il a décidé de quitter son travail stressant et de se concentrer sur sa santé. John et Anne, toujours ambitieux, rêvaient d'une vie qui dépasserait les simples murs luxueux d'un appartement américain. Mais quel serait leur prochain chapitre? Ils étaient fascinés par la beauté sauvage et luxuriante de la nature tropicale du Costa Rica. Imaginez-vous vivre entouré d'une végétation dense, avec les chants des oiseaux exotiques comme bande-son quotidienne. John et Anne, passionnés par les animaux et la nature, ont alors eu une idée audacieuse, presque irréaliste. Utiliser leur immense fortune pour construire un sanctuaire naturel et vivre en harmonie avec ce paradis terrestre. Leur rêve? Un immense domaine niché au cœur de la jungle, avec une maison unique, une œuvre architecturale qui reflèterait leur vision de la vie. Ils ont engagé une entreprise de construction, et John, fidèle à sa réputation d'homme excentrique, a décrit sa maison idéale. Ronde, entièrement faite de verre, sans murs traditionnels, pour que chaque recoin offre une vue imprenable sur la nature environnante. Une idée qui, au départ, a laissé les ouvriers perplexes. Mais John, avec son entêtement légendaire, était inarrêtable. Ils ont trouvé l'emplacement parfait, un terrain inexploré dans la jungle, perché sur une montagne offrant des panoramas à couper le souffle. Plus de 2000 hectares de pure nature sauvage. Le prix, 10 millions de dollars. Mais pour eux, c'était bien plus qu'un investissement. C'était un rêve qui prenait vie. En 2001, les travaux ont commencé. Leur maison, véritable chef-d'œuvre de 4 étages et 5000 mètres carrés, allait inclure une piste d'atterrissage pour hélicoptères et une piscine. Une construction titanesque, rapidement devenue l'un des projets les plus impressionnants du pays. John a quitté définitivement son ancienne vie pour s'installer au Costa Rica avec Anne, où ils ont supervisé chaque détail de la construction. Leur implication était totale, presque obsessionnelle. Mais ce n'était pas qu'une histoire de béton et de verre. Autour de leur futur foyer, la nature était omniprésente. Cascades majestueuses, faune exotique, un véritable Éden. Leur passion pour les animaux les a poussés à consacrer leur temps à les protéger. Ils soignaient les blessés, recueillaient ceux abandonnés, et faisaient tout pour préserver l'écosystème environnant. Après 4 années de travaux acharnés, leur maison était enfin terminée. Un palais unique, peigné par la lumière naturelle, doté d'une piscine somptueuse et d'une plateforme d'hélicoptère, en plein cœur de la jungle. Mais cette réalisation n'était qu'un début. Que pouvait bien réserver l'avenir à ce couple visionnaire, qui ne cessait de rêver plus grand? La maison fut baptisée Barakian, une œuvre unique,
perché dans la jungle, avec une vue qui coupait le souffle. Imaginez-vous, depuis cette maison, contempler l'immensité de l'océan Pacifique, les terres lointaines du Panama et du Nicaragua. À l'intérieur, chaque détail semblait sorti d'un rêve. 550 lampes Tiffany illuminaient les pièces, créant une atmosphère à la fois luxueuse et intime. Mais ce bonheur, ce paradis qu'ils avaient bâti de leurs mains, n'allait pas durer. Les problèmes commencèrent rapidement, et ils prirent une ampleur que ni John ni Anne n'auraient pu imaginer. Certes, la construction massive de Barakian avait créé des centaines d'emplois pour les habitants du coin. Grâce à ce chantier, des villages entiers avaient enfin accès à l'électricité et à l'eau courante, un luxe inimaginable auparavant. Mais malgré tout cela, les locaux voyaient en John et Anne des intrus, des étrangers riches, des gringos, venus s'approprier leurs terres. La jalousie, mêlée à une profonde méfiance, ne cessait de croître. Les tensions atteignirent rapidement leur apogée. Les habitants commencèrent à protester contre la construction, mais personne ne semblait les écouter. Alors, les menaces se firent plus directes. Des inconnus pénétrèrent dans la maison et braquèrent une arme sur John. Ce jour-là, ils eurent de la vie sauve, mais l'alerte était donnée. Leur rêve était en danger. Traumatisé par cet incident, John prit des mesures drastiques. Il acheta des armes, engagea des gardes armés, et leur maison se transforma en véritable forteresse. Pourtant, malgré ces efforts, une peur constante s'était installée en eux. Ce paradis qu'ils avaient imaginé devenait une prison. Le couple tenta de fuir cette réalité en passant du temps au Canada, loin de ces troubles. Les proches leur conseillaient d'abandonner Barakian, de laisser cette maison derrière eux et de reconstruire leur vie ailleurs. Mais John, fidèle à sa détermination, refusait de renoncer à son rêve. Il créa même, en 2005, un fonds fiduciaire de 70 millions de dollars pour assurer l'entretien et la sécurité de leur maison. Juan Alvaros, un homme de confiance, fut nommé pour superviser les dépenses et protéger leurs propriétés. Mais ses efforts furent vains. Les attaques des locaux continuaient, les tensions ne faisaient qu'augmenter, et ce poids devenait insoutenable pour John et Dan. Peu à peu, ils sombrèrent dans la dépression. John, méfiant envers les médecins, refusait catégoriquement tout traitement ou antidépresseur, préférant affronter sa douleur seule. Mais Anne, elle, finit par céder aux prescriptions médicales. Son état s'aggrava. Elle maigrit considérablement, et son visage perdit l'éclat d'antan. Puis, un autre coup dur frappa leur quotidien déjà fragile. La mort de leur oiseau préféré, une créature qu'ils chérissaient comme un membre de leur famille. Ce fut le point de rupture. John se blâmait sans cesse pour cette perte, voyant dans cet événement le symbole de leur échec. Leur paradis, si intensément désiré, se transformait en enfer. Que restait-il de ce rêve, si ce n'est des ruines émotionnelles? Il se sentait coupable, et pas seulement de la maladie de sa femme, mais aussi de la mort de l'oiseau, et de tous les conflits avec les habitants du village. Pourtant, malgré tout, il refusait catégoriquement de partir. Pourquoi? Parce qu'il croyait fermement que l'eau locale avait des propriétés miraculeuses, capables de guérir sa femme. Mais tandis qu'il s'accrochait à cet espoir, son propre état de santé continuait de se détériorer. Il commençait à avoir des pensées sombres, des idées étranges qui effrayaient Anne, sa femme, qui faisait tout pour le soutenir, tout pour le ramener à la raison. Mais parfois, même l'amour et la présence d'un proche ne suffisent pas à éviter le pire. Et ce pire arriva une nuit fatidique, entre le 7 et le 8 janvier 2010. Anne se réveilla brusquement et découvrit avec horreur que John tenait un revolver dans leur lit, dirigé droit sur sa propre tête. Elle bondit, paniquée, et tenta désespérément de lui arracher l'arme des mains. Mais dans la lutte désordonnée, un coup de feu retentit, brisant le silence de la nuit. La balle toucha John à la tête, et il s'effondra sur le lit. Anne, paralysée par le choc, resta un instant figée avant d'éclater en sanglots, le visage baigné de larmes et de sang. Alerté par le bruit, le garde du corps accourut dans la chambre et trouva Anne effondrée sur le corps inanimé de son mari. Elle lui expliqua, encore tremblante, ce qui venait de se passer, et il contacta immédiatement la police. Mais les autorités mirent près de 2 heures à atteindre la maison, qui était difficile d'accès. Lorsqu'elles arrivèrent enfin, Anne leur raconta à nouveau son histoire. Elle avait essayé d'empêcher John de se tirer une balle, mais il avait été plus rapide qu'elle. Cependant, les enquêteurs trouvèrent rapidement des incohérences troublantes. Le corps de John était étendu sur le dos, du côté gauche du lit, son visage tourné vers la gauche.
La blessure par balle, quant à elle, était située derrière son oreille droite, et les analyses révélèrent qu'il était gaucher. De plus, le revolver se trouvait à l'opposé du côté où la balle avait été tirée, ce qui ne correspondait pas à la version d'Anne. Les enquêteurs furent encore plus perplexes en étudiant la trajectoire de la balle. Elle était entrée juste sous l'oreille droite de John, et ressortie derrière son oreille gauche, suivant un angle étrange et difficile à expliquer. Que s'était-il vraiment passé cette nuit-là? Accident tragique ou quelque chose de plus sombre? La douille fut retrouvée à environ 4 mètres du lit, et les enquêteurs découvrirent des traces de poudre à l'intérieur de l'oreiller. Une conclusion s'imposa alors à eux. Le coup de feu avait probablement été tiré à travers l'oreiller. Pourtant, Anne maintenait fermement qu'elle n'avait pas touché à l'arme, qu'elle n'avait pas tiré sur John et qu'elle n'avait rien déplacé après la tragédie. Mais les détectives ne crurent pas à sa version des faits. Ils étaient convaincus que John n'avait pas pu se suicider et accusèrent Anne de l'avoir assassiné. Selon leur théorie, elle aurait attendu que son mari s'endorme, pressé un oreiller contre sa tête pour étouffer le bruit du coup, puis aurait tiré. Cela expliquerait, pensait-il, les incohérences dans l'affaire. Lors de la perquisition de leur maison, les policiers mirent la main sur plusieurs valises remplies de bijoux. La valeur de ces pierres précieuses dépassait 20 millions de dollars. Les enquêteurs soupçonnèrent immédiatement un trafic de contrebande. Mais Anne rejeta catégoriquement cette hypothèse. Elle expliqua que leur famille était simplement très aisée et qu'ils avaient une passion pour la collection de bijoux. John, ajouta-t-elle, voyait dans ces pierres une excellente forme d'investissement. Cependant, la mort de son mari eut des répercussions terribles sur Anne. Elle tomba dans un état de choc profond. Son corps, déjà fragile, se couvrit de plaies et elle subit une grave dépression nerveuse. Son état physique se détériora à un point critique. On l'hospitalisa en urgence, alors qu'elle pesait à peine 35 kilos, souffrant d'une sévère déshydratation. Les médecins étaient divisés sur ses chances de survie, estimant qu'elles étaient de 50%. Le médecin en charge de son cas déclara d'ailleurs qu'Anne était tellement affaiblie qu'il lui paraissait impossible qu'elle ait pu commettre un meurtre. Elle ne pouvait même pas tenir une cuillère toute seule. Comment aurait-elle pu manier une arme? Malgré tout, la convalescence d'Anne dura 7 longs mois. Et ce n'est qu'à sa sortie de l'hôpital qu'elle apprit une nouvelle qui allait bouleverser le peu de stabilité qu'il lui restait. Toutes leurs possessions avaient été saisies, y compris les bijoux. Tout ce temps, les enquêteurs continuaient de la considérer comme la principale suspecte. Ils espéraient rassembler suffisamment de preuves pour l'inculper. Ils analysèrent la tenue de nuit qu'elle portait cette fameuse nuit. Mais ils n'y trouvèrent rien de probant, seulement quelques petites taches de sang, qu'elle expliqua par son contact avec le corps de John. Ils fouillèrent également son téléphone et l'ordinateur qu'elle partageait avec son mari. En analysant leurs échanges, ils découvrirent que John écrivait régulièrement à ses proches à propos de son instabilité mentale. Il se plaignait souvent de ses idées noires, parlant de son envie de tuer tout le monde autour de lui, avant de s'en prendre à lui-même. L'enquête révéla également que John souffrait de troubles mentaux depuis son adolescence. Un trouble bipolaire et un trouble obsessionnel compulsif avaient été diagnostiqués chez lui des années auparavant. Alors, qui croire? Anne, brisée et accablée par les accusations, ou les enquêteurs, persuadés qu'elle cachait quelque chose, en avait été diagnostiquée avec un trouble bipolaire bien avant ces événements tragiques. Pourtant, malgré son état de santé mentale fragile, on l'accusa du meurtre de son mari 1 an et demi après sa mort, en août 2011. Comme si cela ne suffisait pas, elle fut également soupçonnée de contrebande de bijoux. Tout s'effondrait autour d'elle, mais ce n'était que le début d'un cauchemar bien plus sombre. C'est à cette époque qu'en découvrit avec horreur que l'avocat de son mari, Juan Alvarez, avait dilapidé la somme astronomique de 70 millions de dollars du fonds fiduciaire familial. Elle se mit à soupçonner Juan de vouloir profiter de leur malheur pour tout lui voler. Selon elle, son objectif était clair, la faire emprisonner afin de s'approprier définitivement l'héritage familial. En riposta en portant plainte contre lui pour fraude, l'enquête révéla une vérité effroyable. Juan n'avait jamais utilisé les fonds pour l'entretien ou la sécurité de leur maison. Non, il s'en servait pour ses besoins personnels, pour payer ses propres factures et, plus choquant encore, pour acheter des chevaux pour sa ferme. Malgré cela, bien qu'il fût destitué de son rôle de gestionnaire, les preuves contre lui étaient insuffisantes pour le condamner. L'affaire fut abandonnée, laissant en impuissante face à cet homme qui niait farouchement toutes les accusations. Pour Juan, ces poursuites n'étaient rien de plus qu'une manœuvre désespérée d'Anne pour détourner l'attention sur elle-même. Mais le pire restait à venir. Le procès pour le meurtre de son mari débuta.
Les avocats Dan firent appel à des experts criminologues indépendants des États-Unis, persuadés que les autorités locales avaient mené une enquête biaisée, trop pressés de la juger coupable. Les experts américains furent frappés par l'absence de rigueur. Aucune empreinte digitale Don n'avait été relevée sur l'arme du crime. Aucune trace de résidus de poudre sur ses mains n'avait été recherchée. Des éléments simples mais cruciaux qui auraient pu établir sa culpabilité ou son innocence de manière plus crédible. Et pourtant, malgré l'absence de preuves directes contre elle, les enquêteurs locaux s'étaient acharnés à la désigner comme coupable. Or, les faits racontaient une autre histoire. Des résidus de poudre furent retrouvés sur les mains de John, son mari. Cela suggérait qu'il avait lui-même manipulé l'arme. Les experts déterminèrent également que John n'avait pas été tué dans son sommeil. Les éclaboussures de sang montraient qu'il était conscient et en mouvement au moment du coup de feu. Cela correspondait à la version d'Anne, selon laquelle une lutte avait éclaté entre eux. Ces découvertes changèrent le cours du procès. En janvier 2013, Anne fut finalement acquittée. Après des années de calvaire, elle pouvait enfin respirer. Mais à quel prix? Elle quitta leur immense maison, qu'elle ne pouvait plus entretenir faute de moyens, et s'installa dans un modeste appartement au Costa Rica. Toute leur fortune avait été soit dilapidée, soit gelée. Ses proches et amis lui apportèrent leur soutien, mais Anne devait reconstruire sa vie à partir de rien. C'est alors qu'elle rencontra Greg Fisher, un Américain vivant également au Costa Rica. Était-ce un signe du destin, un nouveau départ, ou bien un chapitre marqué par d'autres défis à venir? Elle n'avait jamais envisagé de quitter le pays, mais en avait tort de croire que tout était enfin derrière elle. En mai 2014, un nouveau coup de tonnerre s'abattit sur elle. Elle fut à nouveau accusée du meurtre de son mari. La nouvelle la terrassa. Elle allait devoir affronter, une fois encore, un procès pénible pour prouver son innocence. Mais cette fois, on découvrit une particularité accablante du système judiciaire du Costa Rica. Il est possible d'être jugé plusieurs fois pour le même crime. La population locale, y compris les policiers et le procureur, restait convaincue qu'Anne avait tué son mari. Le nouveau procès se déroulait sous la présidence d'un autre juge. Anne, épuisée, dut répéter encore une fois que jamais elle n'aurait voulu la mort de John. Elle affirma qu'il s'agissait d'un acte désespéré, un geste que son mari avait prémédité. John était obsédé par cette idée, et malgré tous ses efforts pour l'en dissuader, il avait mis fin à ses jours. Les avocats d'Anne présentèrent au tribunal des copies des messages que John avait envoyés à ses proches, dans lesquels il parlait de ses intentions tragiques, mais cela ne suffisait pas. Le procureur contesta tout. Il insista sur le fait que John était gaucher et que selon lui, il n'aurait pas pu se tirer une balle sur le côté droit de la tête. De plus, il souligna que la trajectoire de la balle et l'emplacement de la douille ne correspondaient pas à un suicide. Il accusa même Anne d'avoir falsifié les preuves. La situation était critique. La femme risquait jusqu'à 25 ans de prison. Cette fois, le verdict fut impitoyable. Le juge la déclara coupable et la condamna à 22 ans de réclusion. Le choc fut immense, non seulement pour Anne, mais aussi pour ses proches. À ce moment-là, elle était déjà affaiblie physiquement, mais on l'emmena sans ménagement de la salle d'audience vers une cellule. Sa famille et ses amis craignaient qu'elle ne survive pas à l'enfer de la prison, compte tenu de son état de santé. Son compagnon, Greg Fisher, ne baissa pas les bras et continua à se battre pour elle, malgré l'horreur des conditions dans lesquelles elle était détenue. La prison était un véritable cauchemar. 50 femmes s'entassaient dans une cellule avec seulement 3 toilettes, pas d'eau chaude, et des repas insuffisants et de mauvaise qualité. Pourtant, on refusa de céder au désespoir. Elle clamait haut et fort son innocence, ne comprenant toujours pas comment elle avait pu être condamnée sans aucune preuve tangible. Tout reposait sur des spéculations. Son appel fut enfin accepté, et la condamnation fut annulée. Après 9 mois passés derrière les barreaux, on recouvra la liberté en hiver 2015. Mais elle n'était pas au bout de ses peines. Un 3e procès se profilait à l'horizon. Le procureur, lui aussi, refusait d'abandonner. Quelques mois plus tard, le nouveau procès débuta. On était dans un état catastrophique. Affaiblie physiquement par 2 procès successifs et par l'incarcération, elle était également brisée moralement. Pendant son séjour en prison, une nouvelle tragédie l'avait frappée. Son fiancé Greg était décédé d'une crise d'asthme. Malgré tout, on trouva la force de se battre une fois encore, soutenu par ses parents et ses amis, qui réussirent à organiser une aide juridique venue des États-Unis. Mais le destin lui réserverait-il enfin un peu de répit? Les avocats, ainsi que des experts indépendants, ont présenté des arguments en faveur de l'innocence de l'accusé.
Cette fois-ci, le juge a rendu un verdict de non-culpabilité en juin 2017. Dès qu'Anna a reçu son passeport, elle est immédiatement retournée aux États-Unis, décidant de ne plus prendre de risques en vivant au Costa Rica. Elle a abandonné leur immense maison au Costa Rica sans aucun regret. Aujourd'hui, elle est complètement abandonnée. La seule chose qu'on a pu récupérer, c'est sa collection de bijoux, après que les taxes aient été prélevées avant de mettre la maison en vente. Mais l'accusation ne s'est pas arrêtée là. Elle comptait bien attaquer les enfants lors d'un 4e procès. Bien que les procès par contumace soient interdits au Costa Rica, un accord d'extradition existe entre ce pays et les États-Unis. C'est pourquoi, aujourd'hui, on redoute que l'accusation ne décide de lancer ce 4e procès. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.